Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale conférence de presse de François Hollande, le chef de l'État qui est arrivé en Ukraine aux côtés d'Angela Merkel, une visite surprise pour exposer son plan de paix. On y revient dans un instant avec nos invités. Comment François Hollande compte-t-il prolonger l'esprit du 11 janvier? Création d'un service civique universel, réserve citoyenne, priorité donnée à l'école. François Hollande qui a répété qu'il ne sera pas candidat en 2017 si le chômage ne baisse pas. Décryptage et analyse avec nos invités dans un instant. Une intervention plus courte que les précédentes, un ton déterminé, sans conteste. François Hollande, dont la gestion des attentats a été saluée à droite comme à gauche, a entamé cette conférence de presse en position de force. Samia Déchir et Louis Sibyl. Rompu à l'exercice, c'est la première fois que le président démarre par les questions internationales. Et d'emblée, le ton est donné, celui d'un message ferme, déterminé, presque autoritaire. Il y a un message que je veux adresser à la communauté internationale et aux plus grands pays. Faites votre travail. Une ligne de fermeté qu'il maintient sur la politique intérieure. Est-ce que vous serez un président de gauche jusqu'à la fin? Mais je le suis depuis le début. François Hollande assume son pacte de responsabilité et veut donner l'image d'un homme d'action. Je les prends, les risques. Le pouvoir les prend. Sur la scène intérieure, sur la scène internationale. Le rôle d'un chef d'entreprise, et je sais que c'est partagé, c'est de prendre des risques. Et c'est maintenant que vient le moment. Des risques qu'il reprend à son compte. Sur le chômage toujours aussi élevé, le président met son mandat dans la balance. Un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. François Hollande sait pourtant que le pari sera bien difficile à tenir en 2 ans et demi. Et pour débattre de cette conférence de presse, mes invités ce soir, Éliane Assassi, bonsoir, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Camille Bedin, bonsoir. Vous êtes conseillère municipale UMP à Nanterre et spécialiste des questions d'éducation et des quartiers. On va y venir dans un instant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également Nicole Bricq, bonsoir, sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, ancienne ministre. Merci d'être sur ce plateau. Et Jérôme Sainte-Marie, vous êtes le président de Polling Vox. Première question à vous, Jérôme Sainte-Marie, justement, sur le ton, la forme de cette intervention plus courte que d'habitude. C'était prévu et une intervention qui se présentait aussi sous de meilleurs auspices pour le chef de l'État. Est-ce que ça, c'est un exercice réussi, au moins sur la forme, pour François Hollande? Oui, c'est beaucoup plus ramassé. En plus, c'est dramatisé par cette annonce du voyage l'après-midi même en Ukraine avec la chancelière allemande. Donc, bien sûr, ça donne une densité particulière à cette intervention qui apparaît... Il faut dire les choses comme elles sont. Depuis le 11 janvier, en réalité, plus facile à mener pour le chef de l'État que lorsqu'il devait s'emparer, lors de ses conférences de presse, des dossiers strictement économiques et sociaux. Alors justement, vous parliez de cette intervention en Ukraine. Le chef de l'État s'est montré offensif sur les questions internationales, notamment dans le dossier ukrainien. François Hollande est actuellement sur place avec Angela Merkel. De la diplomatie directe pour éviter à tout prix la guerre, alors que le conflit s'intensifie dans l'est du pays. Paul Bouffard. Kiev ce soir et Moscou dès demain. L'axe franco-allemand tentera de faire signer l'accord de paix à Vladimir Poutine. Mais depuis ces dernières semaines, déjà de nombreux cessez-le-feu n'ont pas été respectés. Moscou affirme que les rebelles pro-russes agissent de façon indépendante. À l'est du pays, les combats se poursuivent aux alentours de Donetsk. Hier, 2 obus tombaient sur un hôpital de la ville, tuant 4 civils. Depuis le début du conflit, il y a 10 mois, plus de 5000 personnes auraient perdu la vie. Ce matin, John Kerry, le secrétaire d'État américain, rencontre le président ukrainien. Demande pressante de Washington à l'encontre de Moscou. Nous voulons une résolution diplomatique, mais nous ne pouvons fermer les yeux sur ces chars qui traversent la frontière de la Russie vers l'Ukraine. Nous ne pouvons fermer les yeux sur ces combattants russes sans uniforme affiché qui traversent la frontière. À Kiev, les États-Unis envisagent toujours d'armer l'Ukraine si la diplomatie venait à échouer. Éliane Assassi, cette annonce surprise de cette visite avec la chancelière allemande en Ukraine, qu'avez-vous pensé de cette initiative française? Bon, j'imagine qu'on reviendra après sur
les autres sujets abordés par le président de la République, mais sur ce sujet particulièrement, je pense que c'est une bonne initiative qu'a prise le président de la République, parce qu'il me semble que nous assistons à une escalade guerrière en Ukraine, et qu'il est temps d'essayer d'y mettre fin et que la diplomatie s'occupe, et un pays comme la France est tout à fait légitime pour le faire, s'occupe de ce qui se passe là-bas. Voilà, donc c'est une des mesures qui me satisfait dans les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le président de la République. Et quand il parle de l'Ukraine en disant qu'il ne serait pas acceptable que l'Ukraine soit dans l'OTAN, je trouve que c'est une proposition raisonnable. Une réaction, Camille Beudin, à cette visite surprise de François Hollande pour prôner une solution diplomatique à la crise ukrainienne? C'est très bien d'y aller, avec Angela Merkel pour ressouder également le couple franco-allemand au cœur de l'Europe qui doit mener ce dialogue international et être à la pointe de la diplomatie. Ce qui serait bien, ce serait que l'Union européenne, également en tant que telle, puisse intervenir dans ce qui se passe dans le conflit en Ukraine et que avec François Hollande et Angela Merkel, on puisse avoir une voix européenne forte, crédible, audible. C'est l'enjeu, je crois, pour l'Union européenne dans les prochaines années de se faire entendre fortement. Nicole Brink, la solution diplomatique est-elle tenable et si oui, jusqu'à quand? Je pense que c'est à l'évidence l'annonce forte de cette conférence de presse. Il peut y avoir un effet surprise, mais il est dans sa ligne de conduite qui est je dis, je fais. Il est donc dans l'action. Sa formule est pesée. Et si vous l'écoutez bien, cette initiative, il ajoute tout de suite, sans point ni virgule, il ne sera pas dit que la France et l'Allemagne n'ont pas tout tenté pour préserver la paix. Il ne sera pas dit. Et c'est l'élément important de la phrase, parce que le secrétaire d'État, John Kerry, est à Kiev, et que, et à l'évidence, si il y a un rapport de force et les États-Unis prêts à fournir des armes, il faut effectivement que cette initiative diplomatique soit là pour dire on aura tout fait pour préserver la paix. Je pense que ça, c'est quand même extrêmement important. C'est vraiment l'action d'une grande diplomatie, celle de la France. Sur la question peut-être de la livraison d'armes, simplement, je voulais rajouter, parce que je partage, mais il faut que cette initiative s'inscrive dans la durée. Parce que tout le monde dit surprise, entrer en action, etc. Mais je crois que malheureusement, il y en a quand même pour quelque temps, et que je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut que ce soit toute l'Union européenne aussi qui s'empare de la problématique, qu'il y ait des déclencheurs que sont Angela Merkel et François Hollande, tant mieux, mais il faut que ça devienne une affaire de toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne. En tout cas, la France a pris date. Oui. Il rencontrera demain Vladimir Poutine. En cas d'échec de cette médiation, que va-t-il se passer? La France, Nicole Brink le rappelait, aura tout fait pour éviter la guerre. Est-ce qu'on va Si, comme l'on dit, le président Poutine est sensible au rapport de force, eh bien, effectivement, il peut y avoir une suite rapide. Camille Beudin? Je crois que là, il faut être extrêmement ferme, qu'il ne faut pas le faire seul. Encore une fois, il faut le faire avec l'Allemagne, il faut le faire avec les partenaires européens. Mais il faut être, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, extrêmement fort sur notre ligne et ne pas céder dans ce qui pourra se passer dans les suites après le rendez-vous de demain. Jean de Sainte-Marie, sur cette question effectivement de l'Ukraine, c'était une annonce forte, une annonce surprise. Sur toute cette conférence de presse, beaucoup de gens effectivement vont retenir cette annonce et cet engagement de la France sur la scène internationale. Oui, pour l'instant, durant le quinquennat, en fait, la politique étrangère de la France n'a pas été tellement remise en cause dans l'opinion. En réalité, beaucoup de spécialistes sont beaucoup plus critiques, y compris sur nos relations avec la Russie notamment, et sur, jusqu'à présent, une position que finalement on a adopté le point de vue du gouvernement de fait ukrainien avec beaucoup de facilité. On a vu peu à peu sur cette affaire ukrainienne des critiques émerger, notamment lors de l'affaire de la livraison ou non des Mistral, des questions de l'emploi. Et donc il y a un courant d'opinion assez important, mine de rien, en France, qui est beaucoup plus compréhensif par rapport
rapport aux positions russes, à la fois pour des raisons historiques, pour des raisons de fait, et puis également pour des raisons économiques. Les gens-là ont commencé à se faire entendre. Pour l'instant, ils sont politiquement plutôt confinés aux extrêmes, et notamment du côté du Front National, mais en réalité, dans les milieux d'affaires, il y a quand même, dans MEDEF, tout cela, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient une position beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus compatible avec nos intérêts. Là, il semblerait que ce soit effectivement une voie assez différente de celle des Américains, et une voie qui ne soit pas celle de l'alignement pur et simple sur les positions ukrainiennes. C'est plutôt une bonne nouvelle. La situation s'est beaucoup aggravée dans les derniers jours. Et là, il faut agir. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps. Eliane Assassi, une réaction aussi également aux questions sur la Grèce. On sait que le chef de l'État a rencontré hier le nouvel homme fort de la Grèce, Alexis Tsipras. L'austérité à tout jamais n'est pas une solution ni pour les Grecs ni pour les autres, a dit François Hollande. Quel décryptage faites-vous de cette phrase, Sybille? Je voudrais dire qu'il pourrait avoir raison, mais là, comme ailleurs, il faut aussi le prouver par des actes. Or, la décision qu'a prise la BCE hier au soir est inadmissible. Elle a été prise quand même après la visite d'Alexis Tsipras chez François Hollande. Où, bon, à l'évidence, François Hollande a bien compris ce vers quoi voulait s'engager Alexis Tsipras avec son gouvernement suite donc aux élections, et que dans le même temps, il avait du mal à résister à Madame Merkel. Et donc la décision de la BCE vient malheureusement valider cela. Donc je crois qu'on est dans une situation qui peut être très grave en Grèce. D'une part parce que les gens se sont mobilisés et ont voté pour rejeter les politiques austéritaires, et je considère que c'est un affront qui leur est fait, qui est fait à la souveraineté populaire, que de prendre une décision telle que celle qu'a prise la BCE hier au soir. Moi, je me félicite en tout cas que Alexis Tsipras fasse le tour aujourd'hui des capitales européennes pour dire au peuple européen qu'il ne s'agit pas pour la Grèce d'annuler la dette, mais la Grèce demande simplement un délai pour respirer, pour essayer de construire un budget primaire équilibré. Et après s'engager effectivement sur le sujet de la dette. Mais pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation, et je voudrais insister sur le fait que ce que demande le gouvernement grec, ce n'est pas que ce soit les Allemands ou les Français qui remboursent on va avancer dans ce débat, Eliane Assassi, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres annonces sur lesquelles je voudrais vous faire réagir, puisque les autres temps forts de cette conférence de presse, après l'international, c'est aussi la lutte contre la radicalisation en France, et aussi cet état d'esprit du 11 janvier, après les attentats de janvier 2015. Comment le chef de l'État compte-t-il prolonger cet esprit? Quentin Calmet. Comment transformer l'émotion nationale vécue après les attentats début janvier? Comment continuer à fédérer le pays tout entier? Le chef de l'État a pris conscience qu'il avait là un rôle à jouer. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. Cet esprit-là, je dois le prolonger avec le gouvernement. Pour le prolonger, première étape, l'école. L'exécutif entend miser davantage sur l'apprentissage du français, et ce dès la maternelle. Accentuer aussi la lutte contre le décrochage scolaire et la formation des enseignants. Enfin, le président de la République insiste sur les lycées professionnels qu'il entend revaloriser. Ils doivent emmener les jeunes jusqu'à un emploi. Le gouvernement devrait présenter sa feuille de route au mois de mai. Lutter contre le décrochage à l'école en misant également sur l'engagement civique. Les Français le montraient. Ils ont un amour intact pour la République. Je propose donc un nouveau contrat civique avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français, tous ceux qui veulent participer à l'élan collectif, donner le meilleur d'eux-mêmes. Le service civique, créé en 2010, deviendrait universel pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Ils touchent alors 570 €, dont 80% est pris en charge par l'État. Ils accomplissent des tâches d'intérêt général dans une association ou une collectivité territoriale et acquièrent aussi une expérience professionnelle. François Hollande entend que dès le 1er juin, plus de 150 000 jeunes soient concernés. Camille Beudin, l'engagement citoyen, vous savez, le chef de l'État extrêmement attendu sur ces questions. Il a beaucoup consulté des maires de banlieue, des associations de quartier. Qu'avez-vous pensé de ces annonces? J'ai pas beaucoup de choses à en penser parce que je suis extrêmement déçue de ce qu'on a entendu aujourd'hui. On nous parle de l'unité nationale, de l'esprit du 11 janvier. Formidable. Pour faire quoi?
Il a une légitimité avec cet esprit du 11 janvier, comme il le dit si bien, formidable, François Hollande. Il avait là la possibilité de prendre des réformes fortes, structurelle, d'agir, de faire la réforme de l'éducation nationale, de faire la réforme de la formation, de faire une vraie réforme de la politique de la ville. Il y a beaucoup de moyens contre le décrochage scolaire et aussi sur l'apprentissage du français en maternelle. Mais où sont les moyens? Mais il fallait doubler les heures de français à l'école primaire. Il fallait ajouter une classe entre le CM2 et la 6e pour éviter aux élèves de rentrer en 6e sans maîtriser les fondamentaux. Il fallait renforcer l'apprentissage de l'histoire. Il fallait aller jusqu'à l'apprentissage de l'hymne national et du drapeau. Parce que, arrêtons de dire qu'on court après le Front National quand on dit ça, le problème dans nos quartiers, c'est que les jeunes, aujourd'hui, d'où qu'ils viennent, ils ne se sentent pas français. Voilà, ça, c'est le problème. Et c'est avec les mesurettes d'aujourd'hui, qu'on pense résoudre le sujet. C'était pas à la hauteur. C'était vraiment pas à la hauteur. Nicole Bricq, des mesurettes, des annonces qui ne sont pas à la hauteur concernant l'engagement et l'éducation. Le gouvernement est fidèle à sa trajectoire. Il fait appel à propos de l'unité nationale à la responsabilité des acteurs. Et moi, j'ai noté, parce que j'ai été ministre, je retrouve là quelque chose qui est un fil rouge chez lui. Il demande à son gouvernement d'agir vite. Il annonce des lois. Il annonce des mesures fortes, cette agence nationale du développement. Oui, mais c'est très important parce qu'il faut y mettre des moyens afférents. Il y aura certainement des mesures financières. Et puis, il revient effectivement sur le cœur de la République, l'école, qui m'apparaît extrêmement important. Et moi, j'ai entendu quelque chose aussi d'important que vous pourriez entendre. Il a demandé d'augmenter une institution peu connue, ça s'appelle les EPID. Mais il suffit, j'en ai un dans mon département à Montry. Et ça, c'est des jeunes qui sont vraiment en perdition, des quartiers qu'on met sous une autorité militaire. Oui. Et ce que vous revendiquez, effectivement, l'appel au drapeau est fait et tous ces jeunes sont sauvés. Et j'ai noté qu'on allait les augmenter alors qu'il y a quelques mois, j'avais craint qu'on les rationalise, comme on dit, alors que les résultats sont très bons. Donc je crois qu'il s'attaque à la racine, c'est-à-dire à ceux qui sont les plus pauvres, les plus déclassés, par rapport à la société et qui risque d'être en perdition. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et ensuite Camille Beudin. Eliane Assassi. Oui, je crois que le président de la République a voulu s'inscrire effectivement dans la dynamique, excusez-moi de le dire comme ça, mais du 11 janvier. Mais moi, j'ai un gros problème. C'est que j'ai bien écouté la conférence de presse. Monsieur le président de la République n'a pas parlé emploi. N'a pas parlé du chômage. Non, n'a pas vraiment parlé que l'on parle du chômage. C'est une chose. Mais non, mais ça fait depuis qu'il est élu qu'il s'engage là-dessus, l'inversion de la courbe du chômage, etc., etc. On connaît le feuilleton par cœur. Donc moi, ce que je regrette, c'est que bien évidemment, je peux être d'accord sur le fait qu'il faille que la République réinvestisse des territoires, les quartiers, etc., qu'on fasse des efforts dans les écoles. Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Dans les quartiers, il vient d'y avoir la réforme des collectivités territoriales qui casse, en fait, l'unité, un petit peu l'unicité de nos territoires. On a voté le budget où il y a des milliards de réductions de dotations aux collectivités territoriales. Donc moi je pose une question. Qui va payer et comment allons-nous payer toutes les mesures qui ont été annoncées? On est dans le déclaratif. Jérôme Sainte-Marie, on est dans le déclaratif. Est-ce que le chef de l'État surfe trop sur cet état d'esprit du 11 janvier? On est dans le déclaratif et surtout on est dans une politique du symbole. Alors quand je dis ça, on va se dire ça y est, il sera lié aux positions de sa voisine de l'UMP, pas du tout. En fait, je crois qu'on est à un moment symbolique, c'est-à-dire que c'est effectivement ça. Exactement, c'est là où je voulais en venir justement. On était, c'est ça l'esprit de janvier, c'est-à-dire le président de la République de nouveau est considéré, je dirais presque enfin, pleinement comme chef de l'État par l'opinion. Il n'est pas devenu très populaire, hein, loin de là, mais par contre il est plus contesté dans sa capacité à incarner justement cette fonction de chef de l'État, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc il est dans la défense des symboles républicains à l'école. C'est une forme d'hommage rétrospectif à la politique qu'avait menée Jean-Pierre Chevènement il y a déjà assez longtemps. Sur le drapeau, l'hymne français. Mais il a un gouvernement, il a des ministres. C'est à eux de mettre maintenant complètement
complètement en réalité les annonces qu'il a faites. Il les avait invitées à l'action rapide. Dans le symbole et le symbole national, on n'est pas non plus pour l'instant dans la concrétisation de la lutte contre les inégalités réelles, notamment au niveau scolaire. Et là, je me différencierai assez fortement de ma voisine probablement. Par exemple, la question des charges respectives de l'école publique et de l'école privée, on sait que ça a une réalité dans les quartiers très forte et que c'est un puissant facteur de ségrégation sociale et voire ethnique. Ces questions-là ne sont pas abordées. Donc tout ça est recouvert par les plis du drapeau national. C'est une facilité. Bon, pour l'instant, c'est peut-être une nécessité historique, je ne sais pas. Camille Bedin, il aurait fallu rendre obligatoire ce service civique, par exemple? Ça aurait été une mesure forte? On dit service civique universel, ça veut dire quoi? Il existait un service civique. Il est ouvert à tous les jeunes. Ah bah oui, jusqu'à présent, il était aussi ouvert. Donc soit on va jusqu'au bout et on le rend obligatoire, soit on parle à un moment donné du service militaire. C'est pas forcément ma position, mais on va jusqu'au bout et on dit, on donne le choix aux élèves, aux jeunes, de faire soit du service civique dans la fonction publique, par exemple, soit le service militaire. Mais on va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a dit sur le service aujourd'hui? Rien. On le poursuit. Formidable. Ça fait un mois qu'on nous annonce des annonces fortes. Et il n'y a rien du tout. Moi, ce qui me met en colère, c'est qu'on est 1 mois et demi avant des élections départementales et que systématiquement, vous regardez le calendrier de François Hollande, 2 mois avant des élections, il parle des banlieues. Il explique à quel point les gens dans les banlieues, c'est triste, il les comprend, il va essayer de les sortir de là, et il n'y a rien derrière. Il y a quand même des enseignements à tirer de ce qui s'est passé dans les écoles. C'est un président sur lequel était attendu. Mais ça faisait 2 ans et demi. La politique de la ville, le chef de l'État. Il y a un avant 11 janvier et un après. Mais je suis d'accord avec vous, Madame Brick, mais dans ce cas, la politique de la ville, le chef de l'État en a parlé, et il a fait des annonces pour reconquérir justement ce qu'il appelle les territoires perdus. On voit tout ça avec Mounir Soussi. Pour répondre aux problèmes des territoires en difficulté, François Hollande compte d'abord s'appuyer sur des outils existants, comme la loi qui oblige toutes les villes de plus de 3500 habitants à avoir 20% de logements sociaux afin de favoriser la mixité. Nous devons faire en sorte que pour la loi SRU, de solidarité urbaine, elle soit strictement appliquée, que des communes ne puissent pas s'en dégager. Et s'il le faut, les sanctions seront renforcées. Autre levier pour renforcer la cohésion, utiliser le tissu associatif. Le président compte sur ces structures et s'engage à les soutenir. Les crédits des associations qui ont été considérablement diminués ces dernières années seront non seulement préservés, mais augmentés là où il y a justement une priorité qui doit être donnée à la politique de la ville. Une nouveauté, François Hollande veut installer un organisme en charge de la coordination économique. Tout sera regroupé dans une agence du développement économique, avec la Banque publique d'investissement, avec la Caisse des dépôts, qui mettront tous leurs moyens. Cette agence de développement économique, comme il y a l'agence pour la rénovation urbaine, suscitera la création d'entreprises, parce qu'il y a beaucoup de création d'entreprises dans ces quartiers, beaucoup d'initiatives. Le président veut mettre l'accent sur le terrain de l'emploi, l'élément essentiel pour commencer à bâtir une politique de la ville solide. Alors, Eliane Assassi, sur ces banlieues, finalement, territoire perdu, oublié de la République, enfin des annonces, c'est ce que vous dites ce soir? Oui, enfin des annonces, ça fait plusieurs fois qu'il y a eu des annonces, mais moi je ne suis pas une adversaire politique du... Enfin si, je peux ne pas partager un certain nombre de choses qu'aimait le président de la République, mais je pourrais dire chiche, chiche. Mais il faut faire des démonstrations. Or, jusque présent, rien n'a marché. Donc, on est toujours effectivement dans le déclaratif. Les moyens ne sont pas là, parce que les associations, moi je veux bien, je les connais bien, les associations en Seine-Saint-Denis, comme territoire qui est un peu sacrifié, je connais, mais elles n'ont plus un centime. Parce que les collectivités territoriales n'ont plus les moyens de les subventionner. Le département n'a plus les moyens de les subventionner. Alors moi, je veux bien entendre toutes les règles budgétaires, etc. Mais il y a un principe de réalité qui s'impose. Il n'y a plus d'argent. Donc moi, je pose la question, je dis chiche, avec quels moyens? Et sur le service civique, parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et ça peut être un beau sujet. Mais dès lors qu'on ne le prend pas comme pouvant être la réponse, enfin une punition, en fait, au lendemain de ce qui s'est passé, que ce soit ressenti comme une punition faite aux jeunes. Je pense qu'il y a un vrai sujet et que ce sujet mériterait un grand débat national avant de tirer des conclusions. Par exemple, faut-il qu'il soit obligatoire? Faut-il qu'il soit volontaire? Quel est son champ d'action, etc. Je pense que... et on pourrait effectivement... Moi, j'ai des idées, par exemple. Mon groupe a des idées.
pour financer pour partie ce service civique, qu'il soit obligatoire ou volontaire. Mais voilà, là aussi, il faut sortir des propos simplement déclaratifs. Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'il aurait dû bien rendre ce service civique obligatoire? Le chef de l'État, on en a beaucoup parlé. Mais si, c'est possible. Mais si. L'armée qui est capable d'accueillir. Mais non, Jérôme Sainte-Marie, allez-y. La coopération internationale, ça existe aussi. Moi, je vais rester dans mon couloir de cours, c'est-à-dire l'opinion. Et donc, ce que je sais simplement, c'est qu'effectivement, ce sont des idées qui sont très populaire. Jamais le service national n'a été aussi populaire que depuis qu'il a été aboli. Et bien entendu, parce que pour l'instant, ce n'est plus qu'une idée, beaucoup plus qu'une contrainte. On voit bien que, je ne suis pas sûr du tout que l'opinion soit prête, par ailleurs, à un rétablissement d'un service national obligatoire, sans même parler des contraintes que ça ferait peser sur... je ne suis pas sûr que les militaires le souhaitent. Il était obligatoire que pour les plus pauvres. Hein. Non, il était quand même très largement obligatoire, on n'exagérons rien. Mais, et donc, vous aviez par ailleurs... il y a effectivement la contingence financière. Encore une fois, on brandit des symboles. C'est ce qu'attendent les gens actuellement. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé. Et en plus, il y a une peur terrible dans l'opinion. C'est dans le peuple, tout simplement. C'est que ce risque de dislocation sociale et le risque de guerre de religion, le risque de confrontation communautaire, c'est aussi une façon d'y répondre. C'est du symbole, mais c'est peut-être le moment pour l'en faire. Nicole Bricq, pardon. En ce qui concerne le logement, parce que ça, c'est un vrai problème. Oui, avec des on n'a sanctions pas de sur toit. les communes qui Oui, mais dans votre reportage, vous avez oublié un morceau de la phrase du président de la République qui veut dire que si les communes ne font pas, et nous savons très bien les communes qui ne le font pas, hein, plutôt à droite qu'à gauche. Non, mais on peut en parler, je peux en parler. On est toutes les deux franciliennes, on sait de quoi on parle. Allez-y, je parle de ghetto, côté ouest, on est du côté est. Non, moi je suis à Nanterre, madame. Ce que je veux dire, c'est que... Le morceau de phrase important, c'est quand il a dit en clair, si les communes ne font pas, l'État fera. Parce que les préfets peuvent avoir des pouvoirs de réquisition. Nous savons que nous avons un problème de foncier. Sur le logement. Nous avons un problème pour construire. Ah oui, ça, nous le sûr. savons et que les communes ne font pas tout leur boulot, et notamment les communes de droite. Alors, donc, Camille je pense que c'est important. Vous êtes mis en cause sur ces communes de c'est droite. un pouvoir de réquisition des préfets. Attendez, c'est hallucinant. Je rappelle juste un chiffre. Que la fondation de l'Abbé Pierre a donné mardi, et qui est connu. Jamais il y a eu aussi peu de construction, y compris dans le logement social, que depuis que François Hollande est là. Jamais aussi peu. Donc, logement social et logement d'une manière générale, ça n'a jamais été aussi bas en termes de construction. C'est un signe économique et c'est un signe de l'hypocrisie totale de votre discours. Quant aux communes de droite, très bien, loi SRU, faisons-le. Mais sur les communes de gauche, contrairement à ce que vous disiez, dans l'Ouest parisien, vous savez, il y a une commune qui s'appelle Nanterre, on est à 60% de logements sociaux. Eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est bien que... Moi, je vais vous faire une proposition très concrète. Qu'on arrête de subventionner... les bailleurs sociaux jouent le jeu, mais ça a été aussi une question soulevée par le chef de l'État. C'est une vraie proposition que, d'ailleurs, Valérie Pécresse a faite, que je rejoins parfaitement, que l'UMP fait. Arrêtons de subventionner les communes au-delà de 40% de logements sociaux pour la construction de logements sociaux. Parce qu'à un moment donné, où vous parlez de mixité sociale à tout bout de champ, mais la mixité sociale, c'est aussi dans l'autre sens. À 60% de logements sociaux, on est dans la ghettoisation. Et la ghettoisation dont Manuel Valls adore parler, parlons de sa ville d'Evry, où il y a plus de 50% de logements sociaux, qui commencent par chez lui, eh bien, on est dans la ghettoisation. Voilà, moi je dis pas apartheid, je dis ghettoisation. Il en parle, eh bien, qu'on fasse des actes. Parce que M. de Sainte-Marie disait... On a besoin de symboles. Non, les Français, ils veulent qu'on agisse. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dans le discours. Des actes. Jérôme Sainte-Marie, sur cette question effectivement des logements sociaux, est-ce qu'il a trop en faire? On risque de tomber dans la ghettoisation, c'est ce que dit Camille Beudin. Non, mais c'est un sujet qui est très sensible, parce qu'évidemment, il se pose de manière très différente si vous raisonnez en citoyen au niveau national ou si vous raisonnez en habitant de votre commune. Voilà un sujet, quand je travaille à la fois beaucoup pour des communes, les mêmes personnes qui sont pour la mixité sociale, évidemment, vont faire des efforts héroïques pour l'éviter dans leur propre commune. Donc là, c'est vrai que ça ne peut passer que par la loi, et ça ne peut passer que par l'autorité de l'État, parce qu'en réalité, chacun est renvoyé à ses égoïsmes, quelle que soit la vertu que l'on proclame, et parfois même qu'on éprouve sincèrement d'ailleurs. Eliane Assassi, peut-être sur cette question. Je partage, également. Mais bon, moi j'aime pas trop, vous savez, je suis une élue de la Seine-Saint-Denis, j'y suis née, donc je connais bien. J'aime pas quand on parle ghettoisation. Est-ce qu'on ne vient jamais sur les causes de la ghettoisation? Et aujourd'hui, on les connaît. C'est un fait. Oui, non, c'est un fait. Eh bien, merci, mais on les connaît, merci mesdames, merci Jérôme Sainte-Marie. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Et demain, vous retrouverez Paul Bouffard pour une nouvelle édition de 24h Sénat. Bonne soirée à tous.